Rebonjour, du coup je vais vous introduire. Donc il y a Alexandre Robert qui va nous présenter tous ses résultats qu'il a fait pendant son postdoc chez France Énergie Marine sur le Benthos. Donc maintenant il est Ifremer et il était encadré par Ifremer à l'époque. Rachid va présenter les résultats qu'il a encadrés de Mahmoud Bacha qui était en postdoc aussi chez France Énergie Marine et qui est maintenant chez EDF. Et Brice Parent qui n'est pas là qui s'est enregistré. Donc Rachid, tu verras la dernière partie, tu pourras lancer l'enregistrement de Brise. Et puis Alexandre, tu reviendras pour nous présenter les résultats de tes travaux sur les réseaux trophiques. Voilà, je vous laisse. Pour vous redonner quelques éléments de contexte sur notre étude, en fait, on était parti du constat que la plupart des études qui portaient sur les dunes s'étaient focalisées sur leur morphodynamique. Finalement, on était sur des écosystèmes qu'on connaissait extrêmement mal. La plupart des études qui portaient sur les communautés benthiques, juste pour vous rappeler ce que c'est que le benthos, tous les petits organismes qui sont inféodés au fond marin. Nous, on s'intéresse plus particulièrement aux macro-benthos, c'est les organismes qui font plus d'1 millimètre de long. Il y a eu très peu d'études qui ont porté sur ces organismes et sur les communautés qui forment. La plupart des études donc, provenaient d'études à large échelle, qui avaient été conduites un peu à la manière de cartographie des habitats. Et ici, on a 3 exemples d'études. On avait une étude réalisée par Nicolas Desrois, donc en 2002, sur toute la partie nord. On a eu aussi des études qui ont été conduites en Belgique en 2004 par Gerd Van Hoey. Et puis, si on remonte encore plus loin, donc on avait des études historiques qui avaient été menées par Cabioche et Glaçon. Donc toutes ces études qui ont produit des cartes d'habitat étaient peu compatibles en fait avec l'échelle spatiale des dunes. Là, on est sur des études de plusieurs centaines de kilomètres carrés, alors que nous, il faudrait plutôt travailler à l'échelle de la dizaine de mètres carrés ou la centaine de mètres carrés. Et puis enfin, un autre constat, c'est que c'était des études qui apportaient une vision très fixiste en fait des communautés benthiques des dunes. On a parlé en début d'après-midi, je pense que vous en avez parlé ce matin aussi, c'est des milieux qui sont très mouvants. Donc ces études en fait avaient donné une image très fixe de la communauté. On ne sait pas notamment si les communautés varient avec les dunes. Lorsqu'une dune se déplace, est-ce que la communauté varie aussi? Et pareil, est-ce qu'il y a des différences saisonnières dans la structure de nos communautés? Ces études, elles avaient également mis en évidence le caractère oligospécifique des dunes. Oligospécifique, ça veut dire avec un très faible nombre d'espèces. Pour vous donner quelques chiffres, il y avait Nicolas Desrois, donc en 2002, il avait trouvé 4,7 espèces pour une surface de 0,5 m². C'est extrêmement faible. Gerd Van Hoey, donc en Belgique, lui, il avait trouvé 9 espèces par mètre carré. Si on compare avec d'autres types d'habitats, par exemple des vases, on est plutôt sur un ordre de grandeur de 300-400 espèces. On peut considérer que les dunes sont des sortes de déserts sous-marins. Nous, l'objectif là de notre étude était d'étudier la dynamique spatio-temporelle, à la fois dans la structure et dans le fonctionnement de nos communautés benthiques, avec 3 hypothèses de travail. La première, c'était que les communautés benthiques varient selon le type de dune. On a étudié, on va le voir, le banc de sable, une dune barcane, une dune transverse. La deuxième hypothèse, c'était que les communautés benthiques varient selon leur position par rapport à la dune, entre le creux et le sommet de la dune. Et puis la troisième hypothèse de travail, c'était qu'on avait des différences saisonnières dans la structure et le fonctionnement des communautés benthiques. Pour répondre à ces 3 questions, on s'est basé sur une stratégie d'échantillonnage stratifié, avec 3 niveaux de stratification. La première, c'est une échelle de la boîte. On a repris les boîtes en fait dont on a parlé tout à l'heure. Donc, première boîte donc, sur le banc de Binnen-Rattel, qui est une structure très stable, qui évolue peu en fait dans le temps. Deuxième boîte donc sur une dune transverse. On a vu que c'était une structure très mobile. Donc, si on regarde sa vitesse de déplacement de manière absolue en 10 mois là, de notre étude, mais on a vu que cette dune se déplaçait de 108 mètres au total, en comptant les allers-retours. Et puis la dernière, c'était la dune Barkhane, qui elle présentait des vitesses de migration un peu moindres. On était sur un ordre de grandeur de 40 mètres de déplacement absolu en 10 mois. Ça, c'est le premier niveau de stratification.
Le deuxième qui vient s'imbriquer, c'est la position par rapport à la dune. Du coup, on a réalisé des transects avec, donc c'est une échelle plus fine ici, avec des points au niveau du creux, au niveau de la pente et au niveau du sommet de chaque dune. Et puis troisième niveau de stratification, c'est un niveau saisonnier. En fait, ça a juste consisté en fait, à reproduire cet échantillonnage au printemps et en automne. Voilà, donc trois niveaux, 3 échelles qui sont imbriquées les unes par rapport aux autres. Concrètement, sur le terrain, ça consistait à effectuer des prélèvements à la benne Van Veen. Une benne Van Veen, c'est une sorte de godet en fait, qui va prélever du sable sur une surface de 0,1 m². On a réalisé 3 prélèvements par station. Donc à bord, ces prélèvements donc, ont été tamisés sur une maille d'1 millimètre. Et puis ensuite, au laboratoire, eh bien, on a analysé. On a d'abord analysé les caractéristiques du sédiment, et puis il y a eu un travail qui était très long et très fastidieux de tri des organismes benthiques. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ça consiste donc à la loupe, avec une pince à épiler, à extraire chaque organisme de la matrice du sédiment. On y a passé 1 an. Et puis la dernière étape, qui est peut-être la plus rigolote, c'est de mettre un nom, de donner une identité à chacun de ces organismes qu'on a extrait du sédiment. Donc voilà quelques exemples de résultats et donne un aperçu du type d'espèces qu'on peut rencontrer sur ces dunes-là. On a retrouvé des espèces qui étaient typiques des sables fins à moyens, propres. Donc, par propre, j'entends avec une teneur en matière organique extrêmement faible. On avait des petits annélides polychètes comme Spiophanes bombix, Magenona filiformis, Nephthys cirosa, Esionura elongata et Ophelia borealis. Puis on retrouvait aussi comme espèce caractéristique Bathyporia pelagica, donc c'est un petit crustacé amphipode ici. Puis Gastrosacus pinifère, donc c'est un petit crustacé mais un mysidacé. On retrouvait également une communauté très pauvre en espèces. On a observé 105 taxons au total, ce qui est très très faible, hein, à raison de 65 espèces en automne et puis 81 espèces pour la campagne du printemps. On était sur des sortes de grandeur à peu près comparables à ce qu'avait montré Nicolas Desrois ou Gerd Van Hoey dans leurs études. On avait 14 espèces par mètre carré. Et puis on trouvait, alors c'est une partie que je ne détaille pas du tout ici, mais on s'est intéressé aux caractéristiques fonctionnelles de ces espèces. Et ce qu'on a observé globalement, c'est que c'était des espèces, on retrouvait plus exactement les mêmes caractéristiques fonctionnelles que dans des zones perturbées, que ce soit perturbées de manière naturelle ou perturbées de manière anthropique. Donc la première question, c'est quelle était la dynamique de ces communautés benthiques entre les types de dunes, donc à macro-échelle spatiale. Donc là, je vous montre les résultats dont on a parlé tout à l'heure, juste avant la pause. Ce qu'on observe ici, donc on a en abscisse donc, le type de dune, avec la dune transverse, la dune barkhane, le banc de sable et une zone témoin dont je n'ai pas parlé. C'est une zone qui est dépourvue de relief. Et puis en ordonnée, ici, on a le nombre d'espèces par mètre carré. C'est ce qu'on appelle des boîtes à moustaches. Intéressez-vous juste à cette barre noire là, qui donne la valeur médiane pour chaque type de dune. Et donc ce qu'on observe, c'est un gradient dans le nombre d'espèces entre nos différents types de dunes. Et ce gradient-là, je le mettais en corrélation en fait avec les différences de vitesse de migration des dunes. On avait ici la zone dépourvue de relief, qui était par nature la zone la plus stable. On avait ensuite la zone de banc de sable, donc qui est également une structure stable, mais qui à sa surface a quand même des petites dunes, des petites aurites de sédiments, je ne sais pas comment on peut les appeler. Et puis enfin, on avait la dune barkhane, qui bougeait sur à peu près 40 mètres en 10 mois. Et enfin, on avait les valeurs de richesse spécifique les plus faibles sur la dune transverse, qui, elle, était la dune qui montrait le plus fort taux les plus fortes vitesses de migration. En fait, on interprète ça en disant qu'en fait, le remaniement sédimentaire induit par la migration des dunes, ça agit comme une source de perturbation naturelle qui va impacter naturellement nos communautés benthiques. Il y avait une deuxième chose, donc ça c'est des impacts directs. Et ce qu'on a aussi montré, et que je ne présente pas ici, c'est qu'il y avait des différences dans la granulométrie entre mes différents types de dunes. Donc, si je résume, la vitesse de migration va impacter nos communautés de deux manières. De manière directe,
en induisant une perturbation, et puis de manière indirecte en changeant les caractéristiques de leur habitat. Deuxième question à laquelle on a essayé de répondre, c'est donc quelle est la dynamique à micro-échelle de nos communautés entre le creux et le sommet des dunes. Et donc, vous avez ici sur ce graphique donc, la variation de la taille médiane des grains de sable, en fait, mis au regard de la profondeur. Là, j'utilisais en fait la profondeur comme un proxy de la position par rapport aux dunes. Donc, plus on est profond, plus on est au creux, et puis plus la profondeur est faible. Moins la profondeur est forte, et plus on est au creux des dunes. Et donc, ce qu'on a pu observer, c'est des corrélations. Alors, pas vraiment des corrélations, c'est plus des tendances assez grossières. Pour les dunes transverses et les dunes Barkhane, on a une tendance à un affinement dans le creux des dunes. On expliquait tout à l'heure, donc nos dunes sont perpendiculaires au courant dominant, et du coup les particules fines vont venir s'accumuler dans les creux interdunes. Et puis on avait une très légère tendance inverse pour le banc de sable ici, donc c'est la courbe beige. Là c'est pareil, on a un bed forms là qui est parallèle au courant dominant, et du coup en fait on interprétait ce résultat par le fait que le courant a plutôt tendance à s'accélérer en fait dans le creux entre les bancs, et du coup à dégager les particules fines. Finalement sur les bancs, le creux est plutôt grossier, alors que sur les dunes il est plutôt fin. Ah oui. Alors du coup la question c'est quelles sont les conséquences de ces changements de granulométrie sur la structure de mes communautés benthiques. Alors je ne présente pas le résultat parce qu'en fait on voit rien. Concrètement on observe une très forte homogénéité entre le creux et le sommet des dunes en ce qui concerne la structure des communautés benthiques. Et donc ça en fait on avait fait l'hypothèse que le remaniement sédimentaire constant allait brasser en fait en continu nos communautés, et du coup qu'elles n'avaient pas le temps en fait de se restructurer et de montrer des différences en fait, entre le creux et le sommet des dunes. La dernière, si vous avez en tête nos trois hypothèses, la dernière partie consistait à étudier donc la saisonnalité. En deux mots, ce qu'on observait, c'était des patrons très classiques aux zones tempérées, à savoir une plus forte biodiversité au printemps et en été par rapport à l'automne. Je ne vais pas détailler parce que c'est un peu bateau. Très bien, je vais enchaîner avec la partie ichtyophone, poisson. Et donc, je vais vous parler un petit peu de la structure et du fonctionnement des communautés ichthyologiques des dunes hydrauliques. Donc, c'est un travail qui avait été fait par Mahmoud Pacha, qui a été recruté en tant que postdoc dans le projet Dune, et que j'ai co-encadré avec Nolwenn Killian. Alors, rapidement, juste vous rappeler un petit peu des principaux objectifs qu'on s'était fixés dans cette étude. Le premier objectif, c'était un petit peu de caractériser, de comparer la diversité des structures de communautés de poissons, principalement benthodémersaux, je reviendrai dessus, dans les différents types d'habitats dunaires au large de Dunkerque. D'essayer d'analyser et de comprendre un peu l'influence des variables environnementales sur cette structuration des communautés, et également d'étudier le rôle fonctionnel que pourraient jouer, enfin que jouent ou pourraient jouer ces écosystèmes dunaires, c'est-à-dire à la fois des zones de nourricerie, des zones d'alimentation pour les poissons ou de frayère. En termes d'études, on a procédé à deux campagnes d'échantillonnage, comme ça a été fait pour le benthos, une campagne en automne et une campagne au printemps. Alors on a choisi ces périodes parce que ce sont les périodes, disons, les plus intéressantes par rapport à l'ichtyophone, à la fois en termes de recrutement de juvéniles qui arrivent sur la zone, que ce soit en automne ou au printemps. Alors là aussi, on a repris un petit peu ce qu'on peut appeler les trois boîtes ou les trois secteurs qui avaient été plus ou moins définis au début du projet, et on a essayé de prospecter toutes ces zones
en essayant de faire des traits de chalut de façon à essayer de couvrir un petit peu différents types de structures dunaires, à la fois en se positionnant sur les bancs, dans les creux de bancs, de dunes. Alors, c'est plus compliqué que pour le benthos, parce qu'il faut savoir que des traits de chalut, c'est des traits qui se font sur au minimum 1000 mètres, voire plus, hein, donc 1 kilomètre. Donc la précision, effectivement, quand on dit on est sur la crête de dune ou machin, voilà, c'est très relatif. Alors pour l'échantillonnage, on a utilisé ce qu'on appelle un chalut à grande ouverture verticale, un GOV. En fait, c'est ce qui nous semblait le plus adapté pour cette zone, parce que c'est un chalut qui permet à la fois de capturer des espèces benthiques, c'est-à-dire qui vivent sur le fond ou à proximité du fond, mais également, vu la profondeur de la zone, ça permet aussi de capturer des espèces qui vivent dans la colonne d'eau, hein, c'est-à-dire des poissons pélagiques. Donc c'est un échantillonnage qu'on a réalisé 2 jours. Alors là aussi, effectivement, c'est toujours le problème hein, dans les études que l'on mène. On fait toujours nos échantillonnages de jour pour des raisons pratiques, mais on sait bien que l'activité des poissons selon les espèces peut varier et c'est sûr que si on fait des échantillonnages de nuit, on peut avoir des images qui peuvent être différentes. Donc voilà, donc deux campagnes. À chaque campagne, on a réalisé les mêmes stations. Donc il y avait 26 stations qu'on a prospectées au cours de ces 2 campagnes. Alors à la suite de chaque campagne, bien sûr, on récupérait ce qui avait été capturé hein, dans le chalut. Donc il y avait, pareil, comme pour le benthos, toute une étape de tri, d'identification des espèces, de mesure de ces espèces. Elles ont été pesées, il y a eu des échantillons qui ont été prélevés sur ces espèces pour des analyses, notamment qui seront présentées tout à l'heure sur l'isotopie et donc le réseau trophique. Et ça nous a permis de calculer ensuite des indices d'abondance, de biomasse, de diversité, pour essayer de caractériser un petit peu des peuplements qu'on a pu constater dans ces différentes zones. Alors sans rentrer trop dans le détail, donc là vous avez un tableau, bon on ne va pas regarder de détails, mais qui liste les espèces de poissons qui ont été capturées sur la zone. Hein. Donc on a eu 37 espèces de poissons différentes, mais j'aimerais quand même souligner que parmi toutes ces espèces, il y avait une bonne vingtaine d'espèces qui sont quand même des espèces d'intérêt commercial, hein, donc qui font l'objet du pêche. Alors, ce qui ressortait aussi de ce premier constat hein, très, très global, c'est que il n'y avait que quelques espèces qui dominent le peuplement de la zone hein, et qui engendrent des plus fortes variations en termes d'abondance et de densité. C'est ce que l'on qualifie un peu comme des espèces clés hein, du secteur. Donc évidemment, on a quelques exemples, la vive, la pique-vive, la plie, la limande, le merlan, les dansants, la sole, les gobies et le sprat. Donc ce sont les espèces vraiment les plus abondantes et qu'on retrouve le plus souvent sur la zone. Alors ce premier constat montre que en fait cette zone qu'on a prospectée au large de Dunkerque en termes de diversité d'espèces est relativement comparable à ce qu'on peut trouver ailleurs. Hein. Il n'y a rien d'exceptionnel, hein, que ce soit sur des côtes belges ou en Manche, hein, le long des côtes françaises de la Manche, on retrouve à peu près ce genre de diversité et les mêmes espèces. Hein. Il n'y a rien de très particulier par rapport à ça. Alors, on s'est également intéressé, bien sûr, on a profité parce que dans le chalut, on arrive à récupérer ce qu'on appelle la mégafaune benthique, c'est-à-dire ce sont des organismes généralement qui font quelques centimètres, c'est le cas des crevettes, des crabes, des étoiles de mer, etc. Alors bien sûr, on a profité aussi de les recenser, d'avoir une idée, notamment pour certaines espèces comme la crevette grise, qui fait l'objet aussi d'une exploitation, donc c'était intéressant également d'avoir une idée de leur répartition.
Alors, je vais vous présenter quelques résultats qui ressortent un petit peu de cette étude. Alors, tout d'abord, je vais vous parler un petit peu de la diversité, hein, donc de la richesse spécifique du nombre d'espèces. Alors, ici, vous avez les 3 boîtes, hein, les 3 couleurs. Hein, donc, la une, c'est prédacote au milieu, et celle qui est plus au large. Ce qui ressort, que ce soit pour les poissons et quelle que soit la saison, on observe un gradient côte large avec une diminution de la diversité, hein, du nombre d'espèces en allant de la côte vers le large. Bon, c'est un schéma qui se répète quelle que soit la saison. Pour la mégafaune benthique, on observe également ce genre de répartition, sauf au printemps, pardon, où on n'a pas vraiment de gradient qui ressort. Voilà, mais ce genre de schéma est aussi quelque chose d'assez classique pour les poissons. Plus on s'éloigne de la côte, plus la diversité diminue. Alors c'est pareil pour tout ce qui est la densité, la biomasse, hein, donc les quantités de poissons. C'est beaucoup plus vers la côte que l'on a les plus fortes densités et les plus fortes biomasses, hein, pour les poissons. C'est valable également pour la mégafaune benthique. Donc là également, rien de très anormal, hein, je dirais. Hein, c'est quelque chose que l'on retrouve assez classiquement. Ici, on peut voir les principales espèces, c'est-à-dire, en fait, c'est l'occurrence des espèces, la présence des espèces à l'ensemble des stations qu'on a prospectées. C'est-à-dire, quand on a une espèce qui a une occurrence de 100%, ça veut dire que c'est une espèce que l'on retrouve à toutes nos stations, hein, donc qui est présente à toutes nos stations. Et donc, ça nous permet de classer plus ou moins des espèces en ce qu'on appelle des espèces constantes, c'est-à-dire c'est des espèces qu'on retrouve vraiment partout dans la zone, des espèces qui peuvent être communes et des espèces qui peuvent être plus rares ou occasionnelles, parce qu'on les retrouve qu'à quelques stations uniquement. Donc là, on peut voir que il y a un certain nombre d'espèces, notamment en automne, où on a beaucoup plus d'espèces qui constituent ces espèces constantes. Hein. Il y a 11 espèces qui occupent vraiment la totalité, hein, de la zone. Au printemps, il y en a un petit peu moins, il y a 5 espèces, mais si on regarde sur les deux, en fait, on va retrouver, quelle que soit la saison, un certain nombre d'espèces qui sont toujours présentes. C'est le cas des lapides, vives, des dansants, de la sole, de la limonde, enfin dans beaucoup de poissons plats, hein, notamment sole, limonde, arnoglosse et plie. Au niveau de la variation de densité, d'abondance par espèce, alors là également, ce que l'on voit, c'est qu'on a toujours les plus fortes densités par espèce qui se situent en automne, c'est souvent en automne, sauf pour quelques espèces comme le merlan ou le dansant, les 2 espèces de dansant, où leur abondance semble être plus importante au printemps. Au niveau de nos échantillonnages, on a également séparé, on a essayé de séparer en fonction des classes de taille, ce qu'on appelle les juvéniles, c'est-à-dire des poissons qui n'ont pas encore atteint la maturité sexuelle, donc qui sont encore jeunes, hein, et des adultes. Et ce qui ressort de notre échantillonnage, c'est que la majorité des espèces qui ont été capturées dans la zone, hein, que ce soit en automne ou au printemps, ce sont essentiellement des juvéniles. Alors c'est important parce que ça montre que cette zone, justement, joue un rôle important en tant que zone de nourricerie, donc de zone où des petits poissons viennent se nourrir, continuer à grandir. Donc c'est une zone qui est quand même importante parce que elle contribue après au renouvellement des stocks de poissons. Alors là, c'est juste pour illustrer quelques exemples d'espèces, hein, où on a un petit peu cartographié la répartition à la fois aux 2 saisons, hein, en automne, au printemps. Donc j'ai pris l'exemple de la sole, la plie et des dansants. Donc on voit qu'on peut avoir des schémas un petit peu différents suivant les espèces.
Par exemple, pour la Saône, on a constaté que, quelle que soit la saison, c'est surtout dans les zones très côtières où l'on retrouve le plus d'individus. Pour la plie, alors bien sûr, on en retrouve également pas mal dans les zones côtières, mais on peut en retrouver un petit peu plus loin. Par contre, les dansants, eux, on les retrouve beaucoup plus sur les bancs. D'ailleurs, vous voyez, on a superposé la position des bancs. C'est une espèce, on verra, qui est assez inféodée à la présence des bancs et des dunes de sable. Alors sur ce petit graphique un peu complexe, donc là pareil, hein, on a les espèces, on a essayé de regarder en fonction de la bathymétrie. Donc on a des classes bathymétriques, hein, 5-10 mètres, 10-15 mètres, jusqu'à 20-25 mètres. Et on a regardé la répartition de l'abondance, hein, de ces espèces au cours des saisons. Et ce que l'on peut voir, c'est qu'en automne, la majorité quand même des espèces se retrouvent très concentrées, hein, je dirais entre des fonds de 5 à 15 mètres, c'est surtout là, sauf pour quelques espèces où on peut en retrouver un petit peu plus au large. Au printemps, c'est un petit peu plus étalé, hein. Certaines espèces ont tendance à aller un petit peu plus profond. Donc on voit que, bon, voilà, ça bouge, hein, suivant les saisons, la répartition des espèces peut évoluer. Voilà, bon, c'est un peu des illustrations. On a été un petit peu plus loin en essayant de faire cette fois-ci quelques analyses un peu plus poussées, hein, des analyses multivariées, où on a intégré voilà, toutes les espèces et essayé notamment de regarder par rapport à la position des bancs et des dunes. Ça nous a permis de distinguer en gros deux groupes d'espèces, hein, qui se distinguaient. On a les espèces que l'on retrouve principalement sur les bancs ou à proximité des bancs, et des espèces qui vont plutôt se retrouver pas forcément associées à ces structures de bancs et de dunes. Donc quelques exemples d'espèces que l'on retrouve sur les bancs. Alors bien sûr, il y a les deux espèces de dansants qui marquent très fort ce groupe, hein. J'y reviendrai, hein, c'est des espèces qui semblent quand même très inféodées à la présence des bancs. Puis d'autres espèces, pas mal de poissons plats, mais aussi de la vive, etc. Mais ce qu'on avait remarqué, c'est que parmi ces espèces qui fréquentaient ces bancs, c'était vraiment aussi beaucoup de jeunes juvéniles, ce qui nous amène aussi à nous poser la question de l'importance de ces bancs, de ces dunes, comme peut-être zone de nourricerie préférentielle, hein, pour ces espèces pour aller se nourrir. Donc voilà, je passe. Alors, juste pour conclure, mais parce que je ne veux pas rentrer trop dans les détails, en fait, cette étude qui se base sur deux campagnes, hein, alors on en discutait tout à l'heure à la pause café, deux campagnes c'est toujours un peu léger, hein, pour tirer des conclusions, surtout quand on s'intéresse à des espèces très mobiles, qui bougent pas mal. Mais bon, voilà, c'est plus un constat que des conclusions, je dirais, définitives, hein. Donc ce qui ressort, c'est quand même que dans la zone qu'on a étudiée, des espèces que l'on a retrouvées sont des espèces assez communes à d'autres systèmes comparables, hein, donc qui ne présentent pas vraiment un intérêt biologique particulier. Il n'y a pas d'espèces vraiment rares ou protégées qui mériteraient de se focaliser davantage sur cette zone. On a pu montrer donc qu'il y avait des tendances à la fois avec un gradient large côte, mais aussi une variabilité saisonnière, hein. On a vu que ça peut bouger les répartitions et les assemblages, et que les plus fortes densités et biomasses s'observaient surtout en automne, hein. C'est la période où, qui est la plus riche, hein, disons, pour la zone. On a également donc pu confirmer que cette zone jouait un rôle important en tant que zone de nourricerie.
puisque comme je vous l'ai montré tout à l'heure, la majorité des espèces capturés sont des juvéniles, hein, donc des petits. Donc c'est une zone qui est quand même qui joue d'un point de vue écologique un rôle important parce que ces zones de nourricerie permettent ensuite d'alimenter, de renouveler des stocks de poissons. Donc si ces zones sont affectées, c'est sûr que les stocks de poissons auront du mal après à se renouveler. On a montré également qu'il y avait quelques espèces, notamment les lonçons, hein, comme je disais, qui sont plutôt inféodés au banc de sable. Alors il faut savoir que les lonçons, généralement, c'est des espèces qui s'enfouissent dans le sédiment. Alors ils choisissent aussi en fonction de la granulométrie. Hein. Généralement, ils préfèrent des sables, je dirais, moyens, pas trop gros, pas trop fins, pas trop gros. Ce qui correspond un petit peu à ce qu'on a au niveau des bancs de sable. Et ce sont des espèces généralement qui ne bougent pas trop, hein, qui ont une assez grande fidélité au site. Et donc on peut penser que ces bancs servent de zone d'alimentation pour ces espèces, parce que voilà, quand elles remontent, c'est pour se nourrir du plancton qui est au-dessus de ces bancs, notamment avec les tourbillons qui peuvent être créés et qui permettent de concentrer le plancton dans cette zone-là. Et en fait, toutes ces études montrent qu'aujourd'hui, bon, voilà, on a quelques constats. On voit qu'il y a quelques particularités qui ressortent par rapport à ces bancs, mais c'est, comme je disais, c'est quand même aujourd'hui très difficile de pouvoir conclure, mais on peut se poser quand même la question de savoir qu'est-ce qui peut se passer pour ces communautés de poissons, s'il y a des modifications importantes au niveau de la structure, de la topographie de ces fonds, hein, notamment pour des espèces telles que les lonçons, qui jouent un rôle quand même clé dans tout le réseau trophique, hein, puisqu'elles servent de nourriture aussi à beaucoup d'autres espèces. Et je voudrais terminer sur une note un petit peu peut-être alarmiste. Ici, vous avez des évolutions des captures. Alors, c'est pas sur Dunkerque spécifiquement, c'est au niveau du sud de la mer du Nord, hein, c'est très global. Voilà, je termine avec ça. Et on peut voir quand même que pour la majorité des espèces, il y a une diminution très importante, hein, des quantités de poissons. Et d'ailleurs, les pêcheurs le constatent, hein, ils pêchent de moins en moins de poissons dans la zone. Et donc, voilà, c'est aussi inquiétant de se dire que qu'est-ce qu'un projet comme des éoliennes pourrait encore venir surajouter à ça? Est-ce que ça risque d'aggraver encore la situation ou pas? Voilà, ça reste des questions qui sont ouvertes, hein, et qui mériteront d'être approfondies. Voilà, je ne vais pas en dire plus, mais on pourra répondre aux questions. Bon, je suis Brice Parent et je vais vous présenter la méiofaune des systèmes dunaires sous-marins au large de Dunkerque, que nous avons étudié dans le cadre du projet Dune. La méiofaune, ce sont des êtres vivants qui vont être compris entre 1/10 de millimètre et 1 millimètre environ. Et nous avons échantillonné les différentes boîtes du projet Dune au large de Dunkerque. L'échantillonnage de la méiofaune s'est fait suivant le même plan d'échantillonnage que pour la macrofaune. Donc on retrouve nos 22 stations échantillonnées au large sur les deux saisons, celle de l'automne en octobre 2019 et du printemps en mai 2020. Donc l'échantillonnage, on retrouve bien nos trois boîtes. Donc la boîte numéro 1 ici en rouge avec les dunes Barkhane, et la boîte numéro 2 en vert ici avec les dunes transversales, et pour finir la boîte numéro 3 avec le banc de sable. Donc chaque boîte est composée de 2 transects de 3 à 4 stations chacun. Plus en noir ici, nous avons 3 stations de référence, donc sans
structure dunaire particulière. Donc, sur la méiofaune benthique, alors benthique, pourquoi benthique? Parce qu'elle vit sur le fond, tout simplement. On a observé ici donc, les abondances absolues, donc le nombre d'individus que l'on va rencontrer pour un volume de sédiments donné. Vous avez présenté ici les quatre grandes catégories, quatre grands groupes de méiofaune. On a ici les copépodes, des petits crustacés, des annélides qui sont des petits vers, et ici des nématodes qui sont une autre sorte de vers, et des foraminifères sur lesquels on reviendra un peu plus en détail par la suite. Donc on retrouve bien nos trois boîtes, une à 3. Donc ici la boîte numéro 1 avec les dunes barcanes, la boîte numéro 2 avec les dunes transversales et la boîte numéro 3 avec le banc de sable, plus nos stations de référence. Alors ici ce que l'on peut observer pour les différents groupes présents, entre les deux saisons, donc l'automne ici en rouge et le printemps en vert, c'est en général une plus forte abondance des abondances pour la boîte numéro 3 que l'on voit ici, qui représente vraiment des abondances plus importantes comparées aux autres boîtes. Donc sur le banc de sable, on a des abondances qui sont plus importantes. Si on regarde la différence entre les deux saisons maintenant, on va s'apercevoir que c'est au printemps qu'on a les abondances les plus élevées. Donc on voit bien ici les moyennes, donc c'est les petits points verts là, sont en moyenne beaucoup plus élevés au printemps qu'à l'automne. Si on regarde un petit peu plus en détail maintenant sur des abondances relatives, donc là on a pris tous les individus de la méiofaune et on va regarder quelle proportion chaque groupe d'espèces va représenter dans la faune totale. Donc vous avez les abondances en pourcentage ici, donc le total de la faune fait 100%. Et ensuite on retrouve ici séparé ce coup-ci nos deux saisons, donc vous avez l'automne ici sur les 4 premières bandes verticales et le printemps ici sur les 4 autres bandes verticales, 4 dernières bandes verticales. Toujours avec nos 3 boîtes plus les références dans le même ordre. Et ce que l'on peut apercevoir ici, c'est tout d'abord à l'automne, une diversité un peu plus grande. Vous voyez qu'ici on a notamment beaucoup plus d'hydrozoaires et de mollusques bivalves présents à l'automne, d'espèces en tout présentes à l'automne, comparé au printemps où la proportion de ces espèces est beaucoup plus réduite. Ce que l'on observe ensuite, c'est une très forte dominance. Donc vous voyez toutes ces cases bleues ici au milieu. Ce sont les nématodes qui dominent toutes les faunes, peu importe la saison et peu importe l'environnement, peu importe la boîte que l'on prend en compte. Avec une proportion de nématodes dans les faunes qui peut monter facilement jusqu'à plus de 60%. Et le deuxième groupe que l'on va apercevoir ici, qui va dominer les faunes, en bas, dans ces cases vertes, ces bandes vertes, ce sont les foraminifères, qui eux aussi représentent de très grandes proportions, et surtout aux boîtes numéro 1 et 2, donc sur les dunes barcanes, boîte numéro 1, et sur les dunes transversales, boîte numéro 2, que ce soit au printemps ou à l'automne également. Dans les autres groupes, on va apercevoir comme beaucoup d'annélides aussi, donc ces petits vers. On va avoir aussi beaucoup de copépodes, surtout les copépodes un peu plus sur les boîtes numéro 2 et la référence à l'automne. Et les annélides, plutôt la boîte numéro 2 au printemps. Alors on va voir un peu plus en détail maintenant ces foraminifères. On vient de voir qu'ils représentaient quand même une grosse proportion des faunes à toutes les saisons et surtout dans tous les environnements, dans toutes les boîtes. Alors qu'est-ce que ce sont ces foraminifères? Ce sont des petits organismes unicellulaires, donc qui forment un thé, une coquille calcaire. Un thé ou une coquille, c'est pareil.
Ils vivent dans toutes les mers et océans et on en dénombre à peu près 5000 espèces. Ici, vous avez quelques exemples de ces espèces. On voit bien le petit T. Et on va s'intéresser uniquement à ceux qui sont benthiques, donc ils vivent sur le fond. Alors, si on regarde ce graphique, ici vous avez de représenter, chaque point représente une station. Les stations échantillonnées au printemps sont en vert et celles qui ont été échantillonnées à l'automne sont en rouge. Et on remarque très clairement que les deux nuages de points ne sont pas superposés, ils sont bien distincts. Cela signifie qu'on a des espèces qui sont très différentes entre le printemps et l'automne. Donc on a vraiment une très forte disparité des faunes de foraminifères entre les deux saisons. Ce ne sont pas les mêmes espèces que l'on va retrouver au printemps ou à l'automne. Si on regarde un petit peu en détail quelques espèces, ici vous en avez deux qui ont une variation saisonnière assez peu marquée. Vous voyez, ici on retrouve nos boîtes avec nos échantillons de l'automne en rouge et nos échantillons du printemps en vert. Et on voit que les abondances relatives ici sont assez similaires entre les deux saisons. On n'a pas de différence marquée entre les deux saisons. On va retrouver au printemps et à l'automne cette espèce Ammonia batava dans à peu près les mêmes proportions. Un petit peu plus à l'automne, elle va représenter une proportion un peu plus importante de la faune à l'automne qu'au printemps, mais pas beaucoup. Et la même chose ici pour Deuteramina dublinensis, on a des abondances relatives à peu près similaires aux deux saisons. Alors il faut savoir que cette première espèce ici, Ammonia batava, donc on remarque quand même qu'elle est plus importante aux boîtes 2 et 3. Donc c'est les environnements de dunes Barkhane pour la boîte numéro 2 et le banc de sable pour la boîte numéro 3. Et également aux stations de référence. Et c'est une espèce qui est assez opportuniste, qui va prendre assez facilement le dessus dans des conditions un petit peu dégradées. Sur Deuteramina, on a une espèce qui est assez différente en termes d'écologie. Elle, on voit qu'elle domine beaucoup plus sur la boîte numéro 1, donc sur les dunes Barkhane, et aussi la boîte numéro 2, donc les dunes transversales. Mais cette espèce, par contre, est assez sensible aux conditions dégradées de l'environnement. Ici, on a au contraire deux espèces qui montrent des changements assez marqués entre les deux saisons. Donc ici, surtout pour la boîte numéro 3 sur le banc de sable, on a Quinqueloculina avec une abondance beaucoup plus marquée à l'automne. Elle représente une proportion beaucoup plus importante de la faune à l'automne qu'au printemps. Et de la même chose pour Miliolinella dilatata qui a des abondances beaucoup plus marquées en boîte 1, donc sur les dunes Barkhane, à l'automne par rapport au printemps. Ces deux espèces sont très caractéristiques des milieux sableux et en règle générale on retrouve des espèces qui sont très caractéristiques des milieux sableux et notamment Quinqueloculina seminula qui a une forte mobilité qui surtout dans ces environnements sableux qui sont très mouvants, dans ceux qu'on a au large de Dunkerque. C'est une espèce qui est on ne s'étonne pas de la trouver là, elle est très typique de ce type d'environnement. Si maintenant, alors on a repris le petit schéma qu'on a vu tout à l'heure. Tout à l'heure, on avait séparé les stations. Ici, chaque point représente toujours une station. Et on les avait séparés en fonction des saisons. Et maintenant, on a deux graphiques, un pour la saison d'octobre et un donc pour l'automne et un pour le printemps. Donc les deux groupes d'échantillons sont séparés suivant la saison. Et la couleur maintenant représente un environnement. Donc ici, on a toujours le rouge pour les dunes Barkhane, le vert pour les dunes transversales et le bleu pour les bancs de sable. Et on remarque si on sépare bien ces deux saisons, que par saison, on a une distinction entre les différents environnements. C'est-à-dire qu'on ne va pas retrouver les mêmes espèces suivant que l'on se trouve sur les dunes Barkhane, les dunes transversales ou les bancs de sable. Et que ce soit à l'automne ou au printemps, on en retrouve les mêmes conclusions. Donc les nuages de couleurs sont relativement bien séparés et on va retrouver des espèces caractéristiques suivant l'environnement où l'on se trouve, le type de dune que l'on a.
Ici, on a exactement la même chose, sauf que ce coup-ci, les couleurs ne représentent plus le type d'environnement, mais le type de dune, mais représentent la position sur la dune. Donc ici, vous avez en rouge les échantillons qui ont été pris au sommet des dunes, en vert ceux qui ont été pris dans la pente, et en bleu ceux qui ont été pris dans la tranchée. Et là, par contre, on remarque que tout est mélangé. On n'a pas de distinction claire entre les dunes, les faunes qui seraient prises au sommet, sur la pente ou dans le creux de la dune. On n'a pas de distinction et on ne peut pas distinguer clairement les échantillons. Donc pour un environnement donné, si on prend une dune Barkhane par exemple, on va retrouver à peu près la même faune que ce soit au sommet, sur la pente ou dans la tranchée des dunes. Donc voilà un peu les conclusions qu'on peut avoir sur cette méiofaune. On n'a donc pas mis en évidence de variation des faunes suivant le profil topographique des différentes dunes hydrauliques. Donc toutes ces conclusions rejoignent ce que l'on avait déjà trouvé pour la macrofaune. Et par contre, on va avoir des variations de la méiofaune en fonction du type de dune. Donc est-ce que ce sont des dunes Barkhane, un banc de sable, des dunes transversales? Et on retrouve également de très fortes variations saisonnières. Donc ça, ce sont des variations saisonnières, on s'y attendait un petit peu. Ce qu'on s'attendait moins, c'était la variation en fonction du type de dune et la non-variation des faunes en fonction de la topographie des dunes. Merci de m'avoir écouté. Alors, Brice, il vient d'arriver. Et donc, le dernier volet de notre étude, là, c'était une focale sur le fonctionnement écosystémique et en particulier sur le fonctionnement trophique. Alors, il y a plusieurs manières d'aborder le réseau trophique. Déjà, le réseau trophique, c'est qui mange quoi, en gros. Pour savoir qui mange quoi, il y a plusieurs façons de faire. On peut faire des observations visuelles. On voit un lion qui attaque une gazelle. Ok, on sait ce qu'ils mangent. On peut également regarder ce qu'ils ont dans les estomacs. Ça donne une image à très court terme de ce que le prédateur, par exemple, a mangé il y a quelques heures avant qu'on les sacrifie. Ça marche très bien pour les poissons, par exemple. Nous, on est dans un cas de figure un peu délicat, vu qu'on a des organismes qui font, pour les plus petits, 1 mm de long. Et donc, ça devient pas facile de faire des contenus stomacaux. Du coup, on passe par des révélateurs. Donc, la technique qu'on a privilégiée, là, c'était une méthode basée sur les isotopes stables. Alors, juste pour vous décrire un petit peu la méthode, il y a 3 grands principes que je vais vous énoncer, ça va vous permettre de comprendre un peu plus comment ça fonctionne. Le premier principe, c'est une définition en fait, c'est qu'est-ce qu'un isotope? Les isotopes, c'est 2 atomes qui vont partager le même nombre de protons, mais qui vont avoir des nombres de neutrons différents, donc in fine une masse différente. On a ici un exemple avec le carbone 12 versus carbone 13. Carbone 13 est enrichi avec un neutron en plus par rapport au carbone 12, et donc il va être plus lourd. Deuxième principe, c'est qu'on est ce que nous mangeons. On est incapable de synthétiser notre carbone, enfin le carbone et l'azote qui constituent toutes nos cellules en fait, nos tissus. Et du coup, ce carbone et cet azote, il va falloir aller chercher dans notre alimentation. Exactement, c'est pas vraiment ce qu'on mange, c'est ce qu'on assimile, puisqu'il y a une partie de ce carbone et cet azote qui repart en fait dans la nature via l'excrétion ou la respiration. Et le troisième principe, c'est le principe de fractionnement isotopique, à savoir qu'on a une accumulation des isotopes lourds entre une proie et son prédateur, puisque le prédateur va principalement utiliser en fait les isotopes légers. Concrètement, ce fractionnement isotopique, il fait que, eh bien, on est ce qu'on mange à un delta près en fait. C'est-à-dire on n'a pas tout à fait la même composition en isotope entre la proie et le prédateur. Et heureusement, ça nous permet de savoir qui mange quoi. S'ils avaient exactement la même composition en isotope, on serait incapable de les différencier. Et ça, en fait, ces deltas, ils sont connus. Dans la littérature, il y a des ABAC qui existent. Donc on est capable, comme ça, de retracer notre réseau trophique, de savoir qui mange quoi. Depuis les sources jusqu'au top prédateur. Okay. Donc, classiquement, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire un biplot. C'est
graphique à 2 entrées, hein, avec en abscisse donc les isotopes du carbone donc comme proxy de l'origine en matière organique, et puis en ordonnée les isotopes de l'azote en proxy du niveau trophique. On part du principe que plus eh bien, les organismes sont enrichis en azote et plus ils sont hauts dans le réseau trophique. J'ai perdu personne. Donc ces analyses, on les a fait sur les 3 boîtes dont a parlé Rachid tout à l'heure, à savoir la zone côtière, la zone de transition et puis la zone offshore. À partir des prélèvements de faune collectés à la benne, à partir aussi des échantillons de poissons collectés dans les chaluts et de mégafaune benthique. Concrètement, ces échantillons, il a fallu les disséquer, les lyophiliser, et puis ensuite ils sont passés dans un spectrophotomètre de masse pour connaître justement ces ratios entre les isotopes lourds et légers de notre carbone et de notre azote. Ça c'est pareil, c'est un travail quand même assez conséquent de manip au laboratoire. Et donc voilà ce qu'on observe. Ce graphique de gauche, en fait, c'est exactement ce que je vous ai montré tout à l'heure ici, mais avec nos vraies données. Donc vous avez en abscisse le carbone et en ordonnée l'azote. Et on a identifié donc plus exactement deux sources d'alimentation, enfin 2 voies d'entrée du carbone dans notre écosystème, à savoir la matière organique particulière, c'est ces petits points, quelle couleur c'est marron. Et puis la deuxième source d'entrée potentielle, c'est la matière organique sédimentaire. La matière organique particulière, en fait, c'est les organismes morts, les cellules qui décampent dans la colonne d'eau. Et la matière organique sédimentaire, c'est la matière organique qui est présente dans le sédiment. Et puis ensuite, on a identifié 4 guildes trophiques, c'est-à-dire des organismes qui ont mangent à peu près la même chose. La première guilde trophique, c'était des organismes qui étaient filtreurs et déposivores. Donc là-dessus, on retrouvait le Bernard l'ermite, un petit oursin qui vit enfoui dans le sable ou en subsurface, donc qui s'appelle Echinocardium cordatum, un crustacé, Urotoribricornis, et puis des bivalves comme Donax vitatus, et puis Fabula. Le deuxième groupe trophique, c'était des déposivores stricts, à savoir Aonises possibranchiata, Pontocrates altamarinus, un bivalve, donc les spicules, Spicula solida, voilà, donc Magelona filiformis, et puis des polychètes comme l'Anis et Conchilica. Ensuite, on passe aux petits prédateurs benthiques, donc avec notamment la macrofaune en fait prédatrice, notamment des petits nephtis comme Nephtis cirosa, des petits crabes aussi. On a un crabe qui fait quelques millimètres de grandeur. Et ce qui est intéressant aussi dans cette guilde trophique, c'est qu'on va retrouver aussi pas mal de juvéniles de poissons, notamment des juvéniles de lançons, Pyroblus lanceolatus, et puis des juvéniles de poissons plats, donc l'arnoglosse et puis la plique. Et enfin, donc on retrouvait nos grands prédateurs. C'est les top prédateurs, en fait, c'est les organismes qui vont dominer notre réseau trophique. On trouvait donc des petits bars, des vives, donc à la fois des grands et des petits individus. On trouvait des grands lançons, des grandes plies, et puis des juvéniles d'Amodites tobianus, donc c'est un poisson plat, des petits chinchards, et puis des sols, alors à la fois des petits et puis des grands individus, dans ce dernier groupe trophique. Ensuite, à partir d'un modèle de mélange, je me suis amusé à déterminer quelle était la contribution de chaque guilde trophique pour une guilde trophique donnée. Je m'explique, ici on a les filtreurs et les déposivores. J'ai regardé en fait quelle était la contribution de la matière organique particulière et de la matière organique sédimentaire dans leur alimentation. Et donc j'ai fait ça en fait également donc pour les déposivores, et puis aussi pour nos prédateurs. Donc là typiquement pour nos petits prédateurs benthiques, j'ai regardé donc quelle était la contribution des filtreurs et des déposivores dans leur alimentation. Et puis pour les grands prédateurs, on a 3 sources d'alimentation possibles: les filtreurs, les déposivores et les petits prédateurs. Bref. Une fois que je savais en fait quels étaient les liens entre nos différents groupes trophiques, qui mangeaient quoi et en quelle proportion, je me suis amusé à utiliser donc un
modèle, enfin une représentation de réseau. Typiquement, c'est ce qui est utilisé pour représenter des réseaux urbains. Un réseau de métro, par exemple. Et pour représenter donc, quels sont les liens entre les différentes stations de métro, etc. Et en fait, j'ai représenté mon réseau trophique avec ça. Donc ça me donne une idée en fait, des flux d'alimentation dans mon réseau trophique. Donc on a en fait la taille des bulles correspond donc pour chaque guilde trophique donc à la biomasse moyenne de la guilde trophique. Et puis donc les flèches, plus elles deviennent foncées, et en fait ça veut dire que eh bien, plus la source d'alimentation va être importante dans l'alimentation de notre guilde trophique. Pour faire simple, ici on a un exemple avec les filtreurs. Eh bien, ces filtreurs, ils se nourrissent essentiellement de matière organique particulière. La matière organique sédimentaire va intervenir assez peu dans leur régime trophique. Et voilà. Et donc on a retracé en fait toutes ces relations. On les a quantifiées du coup. Et bon, ça pose, je pense, d'excellentes bases ensuite derrière pour envisager de construire un modèle de réseau trophique. Pour être intéressant, notamment, c'est de s'amuser, c'est-à-dire mettre tout ça en équation, etc. Voilà, si aujourd'hui j'ai moins d'apport en matière organique particulière, on sait que ça va, sachant que c'est la principale voie d'entrée pour les filtreurs, voilà, et ben, en fait, pardon, je la refais. Si j'ai moins d'apport en matière organique dans mon système, eh bien comment est-ce que ces diminutions des apports vont se retranscrire par effet cascade dans tout le réseau trophique? Est-ce que eh bien, tout le réseau trophique va se casser la figure, ou est-ce qu'au contraire, il y a certains groupes qui vont diminuer, et puis d'autres, au contraire, qui vont profiter? Voilà, c'est des questions comme ça qu'on peut se poser avec ça. Donc juste de manière un peu plus schématique, voilà à quoi ressemble notre réseau trophique. On est sur une zone avec énormément de bloom à phéocystis. C'est ce qui est responsable notamment des mousses qu'on peut observer sur les plages, notamment au printemps. Ça va entraîner donc énormément d'apports. C'est la matière organique particulière dont je parlais tout à l'heure. Matière organique fraîche sur le fond marin, qui vont venir soutenir ensuite donc, les déposivores de surface et puis les filtreurs. Et puis là-dessus vont se greffer donc, les petits prédateurs et les grands prédateurs. Un truc vraiment très basique, très simple. Mais qui est à mettre en relation aussi avec le faible nombre d'espèces dont on a parlé tout à l'heure. C'est normal qu'on ait un écosystème très simple, vu le faible nombre d'espèces qui sont présentes. Donc juste si je résume, pour ce qui est du benthos, ouais, alors, sur ce qui est notre réseau trophique, on a vu qu'il était extrêmement simple, en lien avec le faible nombre d'espèces, qui était principalement alimenté par les blooms printaniers de phéocystis. Et juste par rapport à tout ce qu'on a dit tout à l'heure, on a vu que l'écosystème benthique était d'une part adapté à des perturbations d'origine naturelle, c'était les migrations des dunes. On a vu qu'il y avait un écosystème très simple, un réseau trophique très simple avec peu de maillons trophiques, qui suggère quand même une forte capacité de résilience, c'est-à-dire que, en fait, il y a besoin de retrouver peu de maillons pour avoir un écosystème qui retrouve sa structure. Et bref, et tout ça laisse penser en fait que, on est sur des communautés très résistantes et très résilientes aux perturbations physiques. Et donc là, si on s'intéresse au contexte de Dunkerque avec l'installation potentiellement de câbles, on peut penser que tous les travaux d'enfouissement et de dragage pour l'installation des câbles auront finalement que des effets à très court terme et que nos communautés benthiques seront capables de résilier assez rapidement. Désolé sur la fin, c'est pas super fluide. Mais si vous avez des questions, j'ai une joie d'y répondre. Moi, j'ai une question. Je me suis souvent demandé comment ça se fait que vous trouviez aucune différence entre les populations ou tous les organismes que vous voyez au creux et aux crêtes des dunes, alors qu'aux Pays-Bas, ils voient une très forte différence. Est-ce que c'est parce que les dunes sont différentes, c'est des champs de dunes différents, les communautés benthiques sont différentes? Est-ce que vous avez une explication là-dessus? Ouais. En fait, quand je faisais ma discussion, là, que je regardais par rapport aux données de la littérature, ce qu'on observait, c'est que notre hydrodynamisme était quand même beaucoup plus élevé par rapport aux études qui ont été menées aux Pays-Bas. Des vitesses de migration aussi beaucoup plus fortes. Du coup,
un remaniement, en fait, une homogénéisation bien plus forte que ce qu'on peut observer les Hollandais. Donc tu penses que c'est vraiment lié au taux de migration, en fait, que si on cherche les taux... Parce que même les études où ils ont prouvé ça, eux, c'est où ils ont leur plus forte migration, quoi. Parce qu'ils ont des dunes qui bougent quasiment pas, et les dunes où ils l'ont trouvé, c'est les dunes qui sont très asymétriques, où ils ont ce qu'ils disent leur plus fort taux de migration. Et il y a vraiment des trucs où les photos sont super claires, on voit, il y a une très claire différence entre les crêtes et les creux, quoi. Ouais, alors ce qui serait intéressant de regarder aussi, c'est la hauteur de leur dune par rapport aux nôtres. Peut-être qu'ils ont un gradient de profondeur aussi qui est bien plus important que les nôtres. On est sur une dizaine de mètres, tu vois, dans de grandeur. Je sais pas combien elles font leurs dunes. Mais... Elles font 2-3 mètres. Ah ouais. Alors là, je n'explique pas ces différences. Non, c'est intéressant. Je trouve que c'est un truc intéressant à étudier, quoi. J'aimerais bien savoir pourquoi il y a cette différence. Après, j'ai une autre toute petite question. Vous avez pris 12 000 poissons, c'est bien ce qu'il y avait écrit. Et qu'est-ce que vous avez fait avec les poissons? Des forts malheureux. Ce qu'on en a fait, c'est que malheureusement, on a été obligé de les sacrifier parce que on est obligé de les ramener au labo pour les mesurer, les peser, faire des prélèvements qui ont servi aux analyses isotopiques. Alors honnêtement, 12 000 poissons par rapport aux quantités qui sont pêchées, c'est une goutte. Mais bon, je veux bien. Et vous avez pesé 12 000 poissons, ça veut dire aussi? Oui, tout à fait, mesurer, peser. Et puis de toute façon, il faut savoir qu'un poisson, lorsqu'il est pris dans le chalut, et qu'une fois qu'il est remonté, même si on veut le remettre à l'eau, il y a peu de chances de survie. Non, mais c'est un travail de fou, quoi, de 12 000 poissons. C'est comme pour les... Je pense que vous avez dû trier plus de je ne sais pas combien d'espèces. Mais... On parle en kilos, c'est dit bon. C'est en tonnes. J'avais plusieurs questions par rapport aux stations de référence qui ont été choisies. Est-ce qu'elles ont été choisies sur les mêmes types sédimentaires ou est-ce qu'on était sur des granulométries différentes? J'enchaîne des questions ou je les pose? Ouais. D'accord. Alors, je peux répondre. On disait globalement sur les sables fins à moyens, partout, hein, même. C'est également le cas pour tous nos types de dunes. Ensuite, les différences qu'on observait, il y avait effectivement des différences de granulos entre notre zone de référence et puis nos dunes. Ça restait dans ce petit gradient de sable fin à moyen. Donc c'est des différences quand même assez fines. Et concernant l'absence de différence entre les communautés benthiques, entre les creux, crêtes de dunes, est-ce que c'était vrai aussi sur les bancs sableux? Parce qu'on a vu que sur les bancs sableux, on avait quand même des granulométries plus grossières dans les creux. Et du coup, normalement, la communauté devrait suivre parce que c'est plus stable. Il ne faut pas oublier quand même, sur nos bancs, on a des dunes. Ça ajoute un peu de bruit dans les signaux qu'on peut observer. Et pour répondre à ta question, on n'a pas observé non plus de différence entre le creux et le sommet des bancs. Et c'est une dernière question pour Rachid. Quand tu dis qu'il y avait des juvéniles de poissons, est-ce que c'est quel stade? Est-ce que c'était des G0, des G1, G2? Parce qu'on est quand même... c'était plutôt des nourriceries côtières, en fait. Oui, tout à fait. Alors, c'était principalement quand même des G0 et des G1. Voilà, c'était majoritairement, surtout pour des poissons plats, c'était surtout des G0. Juste pour ceux qui ne savent pas, les G0, c'est les poissons qui sont nés de l'année, qui n'ont pas encore un an. Donc, ils sont encore vraiment petits. Je profite, j'enchaîne, c'est juste à côté. Alors je sais bien que ce n'était pas du tout l'objet de l'étude, mais est-ce qu'une extrapolation est possible à partir des positionnements des espèces de poissons et de flux d'alimentation, d'extrapoler le positionnement et la préférence pour les mammifères marins? Ouais, c'est Rachid qui est plus adapté pour répondre. Oui, je pense qu'il y a moyen quand on sait que si on prend le marsouin, qui est l'espèce quand même dominante par ici, on sait bien qu'il se nourrit beaucoup de l'encens, parce que c'est une espèce quand même qui est très riche
d'un point de vue nutritionnel, et on a pu voir dans les résultats que je vous ai montrés que les lançons quand même avaient une certaine... on les retrouvait quand même principalement au niveau des bancs. Donc on peut imaginer que des marsouins aillent plutôt là-bas pour se nourrir préférentiellement. Donc on peut en déduire, voilà. Je parle d'extrapolation. Oui. De preuve, hein. Oui, tout à fait. Moi, je pense que... Et d'ailleurs, je pense que les observations sur les marsouins montrent qu'ils fréquentent aussi pas mal les bancs. Donc il y a peut-être un lien aussi à faire. Du coup, j'avais une autre question sur le lançon. Est-ce que vous avez pu définir si finalement l'importance de l'habitat pour le lançon, c'était un habitat physique, édaphique, ou alors est-ce que c'était vraiment un habitat d'alimentation? Apparemment, c'est pas un habitat d'alimentation. L'alimentation, elle se fait dans la colonne d'eau. Du coup, c'est vraiment la partie physique de l'habitat qui est importante. Alors, on n'a pas vraiment étudié ça, mais on peut, pareil, déduire quelques conclusions. Et effectivement, on sait que le lançon préfère plutôt du sédiment, je dirais moyen, pas trop fin. Et c'est ce qu'on retrouve au niveau des bancs. Et comme le lançon se nourrit aussi dans la colonne d'eau du zooplancton, on peut imaginer qu'au-dessus des bancs, il y a des sortes de petits tourbillons qui permettent de concentrer le zooplancton. Et donc, c'est plus facile pour lui d'aller se nourrir. Et après, peut-être qu'avec les analyses isotopiques, on pourra peut-être aller un peu plus loin. En fait, c'est peut-être à discuter quand même, parce que l'analyse isotopique, elle a plutôt tendance à montrer que le lançon s'alimente sur les petits prédateurs. Il est dans cette guilde des petits prédateurs benthiques, qui va s'alimenter essentiellement des petits déposivores, des petits filtreurs benthiques. Et donc, tu parles d'une espèce qui va s'alimenter de zooplancton. On a là le petit Mysidacée Gastrosacus spinifera, qui était présent en quantité énorme sur notre zone. C'est un petit Mysidacée, mais lui, au lieu de vivre dans la colonne d'eau, il vit à proximité immédiate du fond. Donc tu vois, il est un peu... c'est proche, en termes de morphologie, par rapport à ce que pourrait manger un lançon dans la colonne d'eau, sauf que là, il est proche du fond. Est-ce que du coup, ça pourrait pas être, tu vois, une de ses proies préférentielles là dans la zone? Tout à fait. Alors nous, on s'est basé sur la littérature qui montrait que le lançon se nourrissait beaucoup plus du zooplancton. Mais après, effectivement, ce genre de résultats plus précis peuvent peut-être justement nous amener à nous questionner sur le rôle de ce genre de Mysidacée, etc. Là, il y a un vrai intérêt peut-être à regarder les conclusions des lançons. Tout à fait. C'est un gros travail à faire là aussi. Ouais. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses encore à faire. C'est ce que je disais là aujourd'hui, c'est plus un constat qu'on peut faire, parce que j'expliquais qu'avec 2 saisons d'échantillonnage, c'est toujours très délicat de pouvoir conclure. Il aurait fallu aller un peu plus loin, mais bon. Dernière question. Du coup, moi j'avais une question par rapport à l'implantation des éoliennes et au retour d'expérience dans les autres pays européens. Est-ce qu'on a observé des tendances à l'amélioration des habitats avec des effets de, je sais pas, récifs artificiels, etc. Ou est-ce qu'on a des données là-dessus? Vous parliez de la baisse des stocks globales. Alors, oui, par rapport au retour d'expérience, notamment des Belges, des Hollandais, des Anglais, qui ont déjà un certain recul par rapport à ça. Alors, c'est sûr que l'effet récif est clairement démontré. Il y a tout un écosystème qui se met en place. Alors, par contre, pour les poissons, c'est pas toujours aussi évident, parce que c'est... quelque chose qui se fait aussi sur le long terme, et aujourd'hui, on n'a peut-être pas suffisamment de recul pour vraiment apprécier des effets ou des impacts que ça peut avoir. Mais sinon, je sais que pour tout ce qui est
organismes benthiques qui gravitent autour des bases des éoliennes, etc. Il y a tout un développement qui peut servir de chaîne alimentaire ensuite, qui renforce. Je sais pas si tu veux dire quelque chose d'autre. Ouais, en fait, on crée un fond dur au milieu d'une zone de fonds meubles. Donc, alors du coup, c'est des communautés très différentes qui vont s'installer. On va nous parler de ça, mais... effectivement, avec potentiellement des changements sur la chaîne alimentaire, mais enfin, une biodiversité différente. On reste sur un changement d'habitat. Il y a des collègues belges dans la salle, peut-être qu'ils ont envie de dire un mot. Non, ça fait déjà quelques années maintenant. Et en fait, c'est maintenant 12 ans, je ne sais pas. Mais de toute façon, donc, dans le medium term, on peut dire que les changements d'habitat sont très durs à montrer. Donc, on a un peu affinement des sédiments, mais à mon avis, c'était juste dans le corridor de 100 mètres. Mais on ne peut pas vraiment démontrer des changements plus que 100 mètres autour des turbines. Donc, au niveau des substrats durs, naturellement, on a les blocs autour des turbines. Il y a beaucoup d'attractions de crustacés et tout ça. Donc, il y a aussi les graviers qui sont mis en place. Mais c'est clair que la biodiversité associée avec les graviers qui sont mis artificiellement n'ont pas de même valeur que les graviers naturels qu'on a. Donc c'est clair que nos graviers naturels sont beaucoup plus une grande valeur écologique que ceux autour des turbines. Mais pour le reste, jusqu'au moment, j'ai l'impression que les expériences sont assez positives, mais naturellement, on a toujours, on doit être prudent au long terme, s'il n'y avait pas de tipping points et tout ça. Mais on voit aussi pas mal d'augmentation de l'anis et tout ça. Donc, où le sable devient un peu plus fin, on a quand même aussi des espèces plus opportunistes qui viennent. Mais on peut vraiment... pour le moment, on ne peut pas dire qu'il y a des changements vraiment drastiques. Et au niveau, naturellement, le plus grand effet est que la pêche n'est plus dans ces zones-là. Et naturellement, ça a une grande amélioration de tout ce qui vit là-bas. Donc... mais il y a une série de rapports, toujours avec une synthèse, donc, et c'est tout accessible sur le site web de notre institut. Donc si quelqu'un est intéressé, tu sais qui, tu peux dire, vous pouvez transférer la référence. Merci, on va passer à la suite. Merci beaucoup à tous les trois pour tout le travail déjà, et puis pour vos présentations. Donc avec Alice, on va vous présenter maintenant les perspectives du projet Dune. Juste pour vous donner un peu la liste des produits finaux un peu du projet Dune. Donc on a eu 8 levées bathymétriques étalées sur 20 mois sur 3 boîtes, un mois d'enregistrement de 3 ADCP. Je dois ajouter entre parenthèses qu'on a aussi des données hydrophones parce qu'on avait une cage et du coup on a mis des hydrophones pour écouter le transport sédimentaire. Donc les données ne sont pas traitées parce qu'on n'a pas le temps, mais on a quand même des données hydrophones si ça intéresse quelqu'un. On a aussi une base de données sur l'écosystème, incluant les espèces benthiques, la méiofaune et lithiofaune, comme vous venez de le voir, une base de données sur les analyses isotopiques, et 2 rapports publics et gratuits qui seront diffusés aux émissions FEM, un état de l'art et un rapport de recommandation. Et tout ça sera en ligne. Alors, tout ne sera pas consultable comme ça, hein, mais en tout cas, tout sera référencé sur le site internet RISCOR, qui est notre centre de ressources chez France Énergie Marine.
Donc n'hésitez pas dans les mois qui viennent à consulter toutes les livrables en fait, du projet Dune seront référencés dans cette base de données. Je vais présenter maintenant l'état de l'art qui est en phase de finalisation. Il sera diffusé prochainement, avant la fin de l'année c'est sûr, mais je pense dans un mois on va dire. Je vais vous présenter, alors si vous voyez bien là, d'abord c'est un travail qui a été réalisé par Aurélien Gangloff, qui était encadré par FEM et le CHOM, et qui était du coup en postdoctorat chez FEM, et qui a fait un gros travail de synthèse sur les dunes sous-marines en tant que corps sédimentaire dynamique, mais aussi sur les méthodes d'étude de la dynamique des dunes sous-marines. Donc cette première grosse partie sur la morphodynamique des dunes fait 71 pages. Et ensuite, il y a une partie sur l'écosystème des dunes. Donc c'est un travail qui a été initié par Clémence Cole de Shenzhou, qui n'est pas là aujourd'hui, et aussi complété par Alexandre et Nolwenn. Nolwenn qui n'a pas pu être là aujourd'hui. Et enfin, une partie sur la relation entre dunes sous-marines et contraintes anthropiques, sur les activités en mer du Nord, et puis sur les impacts des activités humaines sur la morphodynamique dunaire. Et enfin, le dernier chapitre, qui est quand même assez imposant, il fait une trentaine de pages. C'est donc un atlas en fait, des dunes en France et à l'étranger, qui a été rédigé par Thierry, en grande partie, et tout a été rédigé par Thierry. Et voilà, donc c'est une belle synthèse sur toutes les dunes et les bancs, sur toute les côtes françaises et ensuite donc, dans le monde. Voilà, donc c'est un gros travail de recensement et merci à tous d'y avoir contribué, parce que vous y avez tous contribué, l'équipe Dune, de près ou de loin. Voilà, et ça va vraiment être diffusé prochainement. Je vous montre quelques pages un peu. Voilà, une introduction, des schémas sur les dunes. Je vais parler maintenant du rapport de recommandation qui est en cours de finalisation aussi. Là, je vais vous montrer juste le plan parce qu'il n'est pas tout à fait au même point de finition. Donc pareil, il sera diffusé publiquement et téléchargeable sur le site de Riscore. Donc il va faire état de tous les résultats du projet Dune. Donc d'abord sur la morphodynamique des dunes, et ensuite sur les communautés biologiques qui vivent dans les dunes au large de Dunkerque. Et enfin, il y aura quelques fiches sur les recommandations sur l'étude des dunes sous-marines et sur l'intégration des parcs éoliens en mer dans les systèmes dunaires. Donc, voilà, il est en cours de finalisation également, et j'espère qu'il sera aussi diffusé avant la fin de l'année. Donc de toute façon, comme vous êtes tous inscrits, vous faites partie de la liste de diffusion, et dès que tout ça sera téléchargeable, vous aurez un petit mail. Et je voulais finir du coup sur les perspectives, et puis Alice va parler plus précisément du projet Module. Donc le projet Dune, donc c'est un projet de 3 ans qui a permis l'acquisition de données en mer, et vraiment voilà, on a réussi à faire ça, avoir beaucoup de données bathymétriques, beaucoup de données sur l'écosystème. Et je tenais à remercier toutes les équipes qui ont travaillé d'arrache-pied. Je pense à tous les biologistes, je pense à Alexandre surtout, qui a encapsulé pour les analyses isotopiques, qui a un travail de titan. Et il a fait ça sur son contrat Ifremer. Donc voilà. Beau travail de Mathilde aussi, qui a fait des transects et des transects de dunes, et puis Mahmoud, qui a aussi disséqué du poisson, et Aurélien qui a épluché la biblio. Voilà, donc c'est sans eux, le projet Dune n'en serait pas où il est, et voilà. Et puis merci à tous ceux qui ont cadré, merci à Thierry parce que c'était 3 belles années. Et voilà, du coup maintenant c'est Module qu'on a lancé donc en 2021. Alice va en parler un peu plus tard, et puis on espère un projet Éco-Dune. On avait mis 2026 pour interrogation parce qu'on aimerait bien en fait faire des prélèvements pendant le début de la construction du parc éolien. Donc voilà, stay tuned, il y aura probablement, pour tous ceux qui sont intéressés par la biologie, un projet Éco-Dune.
Alice, je te laisse parler pour la suite. Voilà, donc je voulais maintenant présenter brièvement le projet Module qui suit le projet Dune. Donc ici, vous avez quelques figures que vous avez déjà un petit peu vues cet après-midi. Et donc Module suit le projet Dune. Donc on va encore parler d'éoliennes en mer et on va encore parler de Dune. Voilà, c'est pas une grande surprise. Et on va vraiment essayer de voir l'impact de l'un sur l'autre. Donc en même temps, de prédire l'impact des dunes marines sur les champs éoliens offshore, au niveau des câbles et des fondations, mais aussi de comprendre l'influence des champs éoliens offshore sur la dynamique des dunes marines. Et on fait ça cette fois-ci avec beaucoup de modélisation et pas de terrain. Voilà. Et on peut faire ça maintenant avec de la modélisation parce qu'il y a eu Dune qui a acquis énormément de données sur le terrain. Maintenant, on arrive avec Module, qui est avec 5 grands volets scientifiques que je vais vous présenter dans un moment. Et comme Maëlle vient de le dire, on espère avoir EcoDune, qui fera vraiment la modélisation des écosystèmes de dunes marines dans un contexte d'éoliennes offshore. Donc maintenant, je voudrais passer juste un tout petit peu de temps à vous présenter les différents work packages qu'on a. Et donc, on a le work package 2 qui regarde la modélisation numérique de l'affouillement et du transport de sédiments autour de piles. Et donc, ça, c'est ce que Alban est en train de faire maintenant. Donc, on a Alban là, qui est en train de faire une thèse. Il est basé au Légy, à l'université de Grenoble, mais il est aussi chez FEM. Et lui, il fait ça à très très petite échelle, donc vraiment avec une pile qui est même souvent un petit peu plus petite que ce qui est la réalité. Et il regarde avec une très très haute résolution spatiale et temporelle qu'est-ce qui se passe autour de cette pile au niveau de l'hydrodynamique et du transport sédimentaire. Donc pour vous montrer un petit peu ce qu'il fait, on va regarder si les vidéos marchent. Donc ici, on va regarder juste de l'hydrodynamique, donc c'est que les courants, comment ils bougent. Et on a une pile ici. Et on va regarder un petit peu qu'est-ce qui va se former comme genre de tourbillon juste devant cette pile. Et j'espère que ça va marcher, je ne suis pas sûre que ça marche. Je n'ai pas copié les vidéos. Ah si, ça marche. Oh, super. Voilà. Et donc c'est magnifique. Vous pouvez voir des tourbillons qui bougent et vous ne savez pas comment c'est super bien de pouvoir voir ça, quoi. Franchement, on est trop contents. C'est du super bon boulot parce que c'est un truc qui n'est pas du tout facile à modéliser en fait. Donc c'est vachement bien quoi, parce qu'ils bougent et en fait c'est facile de les représenter qui ne bougent pas, mais de les avoir qui bougent, c'est ça qui est un petit peu le challenge. Et ça veut dire que dans un deuxième temps, une fois qu'on a bien réussi l'hydrodynamique, on peut regarder qu'est-ce qui se passe avec le sédiment. Et en particulier, est-ce qu'on a de l'affouillement autour de la pile? Eh bien, c'est pas une surprise, oui, on a de l'affouillement parce qu'il y a justement des courants, de la turbulence, tout ça. Et Alban commence à pouvoir modéliser ça. Et donc, on va voir qu'est-ce qu'il arrive à faire pendant sa thèse. Et en particulier, moi, je suis super intéressée parce qu'il va essayer de faire un petit peu de la modélisation, non seulement des courants, mais aussi des vagues. Et ça, c'est un truc qui est vraiment complètement nouveau. Et je trouve que c'est vraiment super intéressant. Donc voilà, ça fait presque un an qu'il a commencé, il a déjà des super jolis résultats et on attend de voir qu'est-ce qui va se passer pendant le reste de la thèse. Ok, et ensuite on passe au Work Package 3 qui là regarde la modélisation numérique des champs de dunes dans un contexte d'éoliennes offshore. Donc on change complètement d'échelle. Avant on était à une toute petite échelle et là on passe à une très grande échelle. Donc on passe vraiment à l'échelle du champ de dunes. Et qu'est-ce qui se passe quand il y a des éoliennes offshore et qu'on a des dunes qui arrivent? Quelle est l'interaction entre les piles, les câbles et les champs de dunes? Et ça a été jusqu'à maintenant très très peu observé en fait. Il y a eu, au niveau données de terrain, il y a eu une fois une étude qui les a observées et c'est ce que vous pouvez voir ici. Ici, donc ça c'est une dune et là ce que vous voyez ici c'est une pile et dans cette étude-là, il montrait que la dune en fait elle passait pendant qu'elle était en train de passer au-dessus ou enfin autour de la pile, elle était un petit peu différente mais après elle arrivait à passer et elle se reconstituait. Mais ça c'était une dune isolée. Qu'est-ce qui se passe quand on a un champ de dunes? C'est quelque chose qu'on ne connaît pas du tout. Donc encore une fois on a une très très grande échelle maintenant.
Et pour faire ça, on a un ingénieur de chez FEM qui est Nicolas. Non, voilà, Nicolas. Et on a aussi une doctorante qui est Noémie, qui est ici. Et il regarde ça. Et pourquoi est-ce qu'on a 2 personnes? Parce qu'en fait, on va faire ça avec 2 modèles un petit peu différents. Et donc Noémie fait ça avec Télémac, qui est un modèle qui est ce qu'on appelle instructuré, déstructuré. Et donc encore une fois, là on est à une très grande échelle maintenant. Donc voilà, ça c'est l'Angleterre. Ici on a la France. Ici par exemple l'Angleterre et la France. Donc on est en train de regarder vraiment au niveau de la Manche. Donc c'est la grande échelle. Et ensuite avec le modèle de Noémie, elle arrive à faire des mailles très fines au niveau des boîtes qu'on a surveillées pendant Dune. Et donc elle va regarder qu'est-ce qui se passe au niveau de l'hydrodynamique et de la dynamique sédimentaire au niveau de ces boîtes, et essayer de voir si on arrive à prédire ça correctement avec les données qu'on a déjà, et ensuite voir si on peut prédire qu'est-ce qui se passe quand on met des piles et des fondations. Et Nicolas va faire ça aussi, mais avec un autre modèle qui s'appelle Croco. Et là, on ne peut pas réduire la taille de la mèche. Donc, en fait, il fait des modèles emboîtés les uns dans les autres, où il fait des modèles de plus en plus petits. Et on est un petit peu intéressé de voir aussi qu'est-ce qui se passe. Est-ce que ces 2 modèles arrivent à prédire la même chose? Sinon, bon, lequel est le plus précis? Lequel on peut utiliser le mieux pour vraiment essayer de prédire qu'est-ce qui va se passer quand on a vraiment des structures dans ces champs de dunes? Donc ça, c'était les 2 modèles, les deux volets de modélisation numérique. Et on a aussi tout un work package où on a de la modélisation physique de dunes marines dans un contexte d'éolienne offshore. Donc là, on utilise vraiment des canaux où on met du sable ou d'autres sédiments et on regarde comment est-ce que le sable bouge, qu'est-ce que ça fait comme dune, et en fonction des courants et des vagues. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe quand en fait, on met des fondations au milieu, qu'est-ce qui est au niveau des dunes, au niveau de l'érosion, ce genre de choses. Et ça vient juste de commencer, donc juste ce mois-ci, donc j'ai absolument aucun résultat à vous montrer, et on espère avoir quelque chose bientôt, parce que je trouve ça aussi très très intéressant. Le Work Package 5, lui, regarde la thermique d'un câble enterré dans un champ de dunes marines. Et là, c'est vraiment essayer de voir qu'est-ce qui se passe quand on a un câble et qu'on a et qu'on a des dunes qui passent au-dessus au niveau de la thermique de ce câble. Qu'est-ce que ça change s'il y a plus ou moins d'épaisseur de sédiments au-dessus des dunes? Et là, encore une fois, j'ai aucun résultat à vous montrer encore. Ce sera pour la prochaine fois parce que le postdoc devrait commencer sûrement en janvier. Et la dernière partie, qui est le Work Package 6, vise à explorer la résilience des écosystèmes de dunes marines. Et là, c'est vraiment essayer de garder le lien entre ce qu'on est en train de faire maintenant dans Module et le prochain projet EcoDune où on va s'intéresser aux écosystèmes. Donc, il faut vraiment essayer de voir que les résultats qu'on sort, nous, avec les modèles hydrosédimentaires, qu'on arrive à sortir des variables qui sont en fait utiles dans les modèles d'écosystèmes. Donc c'est pour ça qu'on essaie d'avoir une conversation déjà dès maintenant pour avoir une vision un petit peu plus dans le long terme. Et juste, ça c'était une photo que je voulais vous montrer de ce qui se passe dans les dunes aux Pays-Bas, et je viens d'en parler là. Mais eux, ils voient des très claires différences entre ça, c'est les crêtes de dunes, où on a un sédiment, où on n'a quasiment aucun organisme, mais on a ces petites rides de courant qui se forment, alors que dans les creux de dunes, on voit déjà à l'œil nu qu'on a beaucoup plus d'organismes, et l'hydrodynamique est aussi très différente puisqu'on n'a pas de rides de courant. Donc eux, juste à l'œil nu, juste avec une caméra, avec une caméra sous l'eau, ils arrivaient à avoir des différences vraiment énormes, et ça m'intéresse toujours de savoir pourquoi est-ce qu'on ne voit pas ça ici. Voilà. Et donc là, c'est Nolwenn, qui est quelqu'un de chez FEM, qui travaille avec nous là-dessus, et elle fait sa contribution, elle fait des meeting régulièrement avec nous, et elle va aussi organiser un workshop pour essayer d'amener ça bien ensemble. Voilà, donc ça c'était une présentation du projet Module, qui est aussi, moi je trouve que c'est un super projet. On a 13 partenaires, donc on a 4 universités, 3 établissements publics et 6 entreprises, et on est un petit peu partout en France, et puis moi aussi, donc moi je suis
merci. Voilà, moi je suis en Allemagne, au Marum, dans le nord de l'Allemagne, donc c'est même un projet international voilà, dont on est très fiers. Et moi je tenais à dire qu'en fait il n'y aurait pas de projet module s'il n'y avait pas eu de projet Dune, donc je tiens à remercier tout le monde qui a fait partie du projet Dune, mais en particulier je veux dire un très très grand merci à Maëlle et à Thierry pour avoir fait tout ce travail. Voilà, merci. Et j'espère que vous allez être avec moi pour les applaudir une fois. Voilà, merci beaucoup. Merci Alice. Voilà, est-ce que vous avez des... Oui. Si le projet de parc éolien voit le jour, ça sera le premier situé en dune hydraulique dune marine. En France En Europe, ça n'existe pas. En Europe, les Belges, je pense que vous avez des parcs... oui. Aux Pays-Bas, en Angleterre. Donc on peut déjà étudier le comportement des dunes avec l'implantation d'un parc. Est-ce que vous avez une cartographie des géométries des dunes dans la zone? Oui, donc la bathymétrie avait été entièrement faite, toutes les crêtes de dunes ont été numérisées et on avait mesuré les longueurs d'onde aussi, je crois. Mais... Il y a des cartes avec la distribution spatiale des géométries et comment la géométrie diffère dans la zone. On n'a pas été si loin que ça en fait. On a juste numérisé les dunes et leur hauteur, c'est tout. Mais effectivement, enfin, il faut dire aussi que c'était dans le cadre d'un levé préliminaire pour caractériser l'environnement de la zone. Et c'est vrai que maintenant, en fait, avec le projet Dune, module et éco-dune, c'est vrai qu'on peut se dire que ça aurait dû être fait, ouais. Tout à fait. Ouais. Il y a encore du temps. Les Hollandais, ils ont même les taux de migration. Ils ont des cartes avec des jolis taux de migration sur toute la Continental Shelf. Ah ouais, mais là, il faudrait... Ah ben, il y a eu des levées faits par... Il y a eu des levées faits après le lever du CHOM, donc effectivement, on pourrait faire ces études-là. Au niveau des modélisations envisagées, là, hein, enfin, dans l'industrie, on utilise pas mal déjà de modèles hydrosédimentaires, que ce soit Delft 3D ou 7trans et des choses comme ça. Donc, moi, je ne connaissais pas ceux dont tu parlais là. Ils ont une particularité, ils sont mieux, ils sont... je sais pas. En fait, si vous voulez, je vous laisse répondre, parce que moi, perso, j'utilise aussi Delft 3D, donc... Dans le Work Package 3, on va utiliser, donc moi je réponds pour la partie Croco, et puis je laisserai peut-être Noémie parler pour la partie Télémac. Croco, c'est un modèle qui est très utilisé dans le monde de la recherche. C'est pour ça que là, dans ce cas-là, il nous intéresse beaucoup pour voir un petit peu ce qu'il peut donner dans des zones applicatives comme celui-là, en tout cas. Bon, il est 18h04, je pense qu'on peut clôturer cette réunion. Merci à tous d'être venus, nombreux quand même, à Dunkerque. Il y en a qui viennent de Paris, donc voilà. Et nous qui venons de Brest, hein, il y en a qui viennent d'Allemagne. Et de Belgique. Enfin voilà, c'était une réunion internationale en français. C'est quand même beau. Bonne soirée à tous. Rentrez voilà, bien et voilà, restez connectés sur Stay Tuned, comme on dit, sur Dune, hein, parce qu'il va y avoir des nouveautés. Merci beaucoup.